Bonjour à tous. Donc j'ouvre le bal, la fête plus précisément, avec la place donc des facteurs humains dans la décision. Un petit topo de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc j'ai mis plan de vol évidemment pour faire un clin d'œil à l'aviation, avec donc un préambule. Je vais vous dire ce qu'est une décision. Je vous proposerai en tout cas une définition de ce que peut être une décision. Qu'est-ce que le facteur humain aussi. Alors j'ai mis qui est ce facteur humain dont on parle, ou ces facteurs humains, vous en avez tous entendu parler. Plus précisément, ce qui va vous intéresser, c'est où situer le facteur humain dans la décision. Voilà, c'est une question qui pose beaucoup d'incertitudes. Et puis, comment décider au mieux? Alors, c'est pas comment prendre la meilleure décision, puisque ça sera lié au résultat, mais comment mettre toutes les chances de son côté pour optimiser, en tout cas, une décision. Et puis, un petit mot pour conclure, avant d'introduire la conférencière suivante. Le préambule, ça a été un petit peu dit en entrée de jeu, c'est de faire le pont entre ce qu'on a en aviation, en aéronautique militaire, et puis dans vos métiers de la santé. On sait qu'il y a beaucoup de similitudes, il y a plus de similitudes que de différences, et l'intérêt, c'est de pouvoir répondre évidemment à vos questions à l'issue de mon propos, mais aussi de vous faire prendre conscience qu'on a des métiers qui sont très similaires par rapport aux enjeux, par rapport aux urgences de certains, et puis que tout le monde est un peu pilote de chasse finalement d'une activité. On dit pilote de chasse, mais c'est simplement un métier comme le vôtre. Le préambule, c'est vraiment laisser cet humain prendre une décision dans un environnement complexe et dynamique. Alors pourquoi je parle de cet humain? C'est simplement parce que comme l'équipe de France de foot, on a tendance à dire ils ont gagné, on a gagné, pardon, ils ont perdu. On a du mal à s'intégrer. Et quand j'ai mis cet humain, là c'est moi en photo en bas à gauche, mais la personne qui est en bas à droite, ça pourrait être vous, ça peut être le voisin, et on n'est pas mieux que le voisin. C'est-à-dire que par rapport à une décision, en tout cas, le jugement est souvent porté sur l'issue de la décision, s'il a été bonne, s'il a été mauvaise. On parle beaucoup de l'humain quand il y a un problème. En tout cas, en aéronautique, la plupart des enquêtes sont liées à un incident, voire un accident. Et on a plutôt du mal à isoler les invariants de la réussite. Et l'idée aujourd'hui, c'est de toucher du doigt un petit peu votre part de responsabilité dans cette réussite pour pouvoir mieux décider, en tout cas à l'avenir. C'est quoi une décision? Alors c'est une vaste question. Pour introduire cette question, j'ai mis une photo toute bête de ce qu'on retrouve la plupart du temps en aéronautique, c'est-à-dire du jaune et du noir pour attirer l'attention, et puis un remove before flight qui est souvent posé sur une poignée d'éjection. Une des décisions qui peut être prise en aviation, c'est la décision de s'éjecter, et elle n'est pas facile à prendre. C'est pas le tout de se dire s'il y a un problème, je sortirai de l'avion et je m'éjecte. On s'est rendu compte que cette décision était lourde parce que derrière, il y a, on appelle ça aussi l'abandon de bord. Donc, il y a un côté échec qui peut être lié à ça. Et puis, peut-être la peur aussi de l'inconnu qui fait qu'on va tarder à s'éjecter et peut-être même risquer notre propre vie alors que c'est une manœuvre qui est censée nous protéger. Donc, la décision, c'est pas quelque chose qui concerne les autres, c'est vraiment à titre individuel que je vais en parler aujourd'hui, et puis toucher un petit peu le collectif aussi. La définition que je vous propose, c'est celle-là. Je ne sais pas d'où elle sort, en tout cas, je l'ai écrite comme je le pensais. Je voulais mettre le mot responsabilité déjà en gras, parce que je pense que c'est une responsabilité, une décision. Et cette responsabilité, c'est l'écart qu'il y a entre l'intention que j'ai et puis la réalité qui m'attend. On entend en tout cas des fois des décisionnaires à haut niveau qui sont complètement en dehors de ce qui se passe sur le terrain, dans l'opérationnel, parce qu'ils n'ont pas les pieds dans l'opérationnel. Et c'est un peu ça l'idée, c'est de vous faire comprendre que plus l'écart va être grand entre votre intention et puis ce qui se passe sur le terrain ou ce qui va se passer sur le terrain, moins la décision sera bonne. C'est en ça que je définis ça comme une responsabilité. Alors peut-être que ça se discute en tout cas, mais c'est pas une vraie définition. C'est comme ça que j'essaye d'interpeller en tout cas l'auditoire et dire aussi que c'est un processus et qu'en aucun cas c'est le résultat. Encore une fois, c'est facile d'avoir un jugement sur une décision a posteriori. Là, l'idée, c'est d'aborder ensemble la part de l'humain dans le processus décisionnel, tout simplement.
Alors, c'est qui ce facteur humain? Il y en a pas mal dans la salle. Hein. Il y en a. On est tous des bons représentants de tout ça. Illustrer un peu avec une petite balance parce que finalement, l'humain est changeant. Mais c'est surtout un savant mélange d'émotions. Alors, l'émotion, c'est très intéressant. On n'est pas là pour parler forcément des émotions, mais on se doute bien que quand on prend une décision sous le coup de la colère, elle n'est pas forcément très réfléchie. Elle pourrait être bonne, encore une fois, c'est pas une question de dire si elle est bonne ou pas bonne, c'est simplement une question de se demander si elle était réfléchie ou si on a pu le prendre sous le coup d'une émotion variable. Par amour ou par colère, on peut faire des tas de choses incroyables. C'est une grosse source de motivation, mais ça nous rend pas forcément très fiables. Les biais cognitifs, vous en avez tous entendu parler, c'est un sujet qui est très, très à la mode. Les biais cognitifs, il y en a plein aussi. On n'est pas mieux loti que le voisin. Lire tout ce qu'on peut lire sur les biais cognitifs, ça nous permettra pas de les identifier quand on a une grosse pression. C'est intéressant de le faire en amont, évidemment, mais ça va pas changer l'humain qu'on est. On va aller au plus court. Quand je vois l'auditorium, d'ailleurs, j'ai une anecdote que je peux pas m'empêcher de raconter, même si le temps est très compté. Quand j'étais à Luxeuil à mes débuts, je me suis retrouvé à aller au cinéma. Et dans cette salle de cinéma, il y avait que 2 salles au cinéma. C'était la simple activité qu'on pouvait faire là-bas. Et je me suis installé dans une salle pour voir un film. Et quand le film a commencé, je me suis dit, je me suis trompé de salle. Je suis pas dans la bonne salle. Et voilà. Et bon, je me dis, tant pis, je me suis trouvé une raison. Et le film a commencé. Et il s'est arrêté au bout de 5 minutes parce que le projectionniste s'était trompé de bande. Ce qui fait que, en fait, tous les gens se disaient très certainement la même chose que moi. Et par plein de biais, par effet de groupe, par tout ça, je suis resté assis bien sagement, sans être très rebelle, à me dire je me suis trompé et mon voisin s'est trompé et tout le monde s'était trompé. Et quand tout s'est rallumé, tout le monde a fait oui, je me suis trompé de ça, ça. Donc on est tous pareils. C'est pour vous dire que ces biais et tout ça, l'effet de groupe, la pub, tous ces trucs, ça touche tout le monde et on n'est pas différent. Les expériences personnelles, évidemment, ça va jouer sur notre façon de nous comporter. Les valeurs, la culture, encore plus, j'allais dire, puisque dès qu'on touche à nos antivaleurs, on a beaucoup d'irritabilité associée. Et là encore, quand il y a une décision qu'on doit prendre de manière objective, ça demande de l'entraînement, en tout cas, de mettre tout ça de côté. Et enfin, les relations interpersonnelles, bien évidemment, c'est pas à vous que je vais apprendre, vous travaillez énormément en groupe. Alors, où est la place du FH? Facteur humain. Alors, facteur humain singulier, pluriel, peu importe, il y a plusieurs définitions. J'ai mis ce petit Tetris, je ne sais pas si tout le monde connaît Tetris, mais je sais qu'il y en a qui ont dû y jouer, avec cette notion de je maîtrise parfaitement la situation au début, et puis tout d'un coup, le temps s'accélère, et je suis plus maître de rien, et tout va plus vite. Et la place de l'humain là-dedans, c'est quoi? C'est surtout une dépendance à cette pression temporelle, à l'urgence, à l'enjeu. Il y a beaucoup de jeux télé, vous pouvez le voir, dès qu'on met un compte à rebours associé à une question, ça va vous coller une pression supplémentaire. Donc la montre, que je regarde, j'ai du temps, mais la montre, jouer la montre, c'est très très important. Prendre une décision à la légère, c'est quand il n'y a pas un gros enjeu, mais dès qu'il y a un gros enjeu, on peut pas prendre le même type de décision. La plupart du temps, dans la vie de tous les jours, on est confronté à des décisions qui sont sans enjeu, avec une urgence, mais une urgence qui est relative. C'est pas péjoratif quand je dis ça. Je dis pas que vous faites pas de l'urgence, mais même la patrouille opérationnelle, les avions qui sont en alerte, il y a une différence entre l'entraînement, le cas qu'on maîtrise, et puis celui qui est complètement hors des clous et qui demande des performances surhumaines qui vont être très énergivores. Donc, on n'a pas une bonne référence de ce qu'est la vraie pression, et c'est pour ça que la simulation, notamment, on va en parler toute la journée, c'est un très bon moyen aussi d'exercer des pressions, c'est bizarre dit comme ça, mais en tout cas de mettre les gens sous pression avec des scénarios qui permettent de les confronter à une réalité qui serait la leur en cas de gros enjeux. Ce qui est sûr, c'est que plus on a de l'immédiateté, plus on fera appel à nos routines. Donc, si les routines sont mauvaises, je vous fais pas de dessin, il y a des chances que l'issue de la décision soit pas terrible. En tout cas, c'est un coup de poker. Plus on aura d'incertitudes, évidemment, parce qu'on aura moins de contrôle possible sur les actions qu'on va réaliser. Et surtout, une non-conscientisation, ça, je vous l'apprends pas non plus. Est-ce que j'ai bien fermé la porte de la maison et toutes ces choses-là? La conférence aurait pu s'appeler y a-t-il un pilote dans la décision? C'est un peu ça, parce que là, c'est pareil, le fait de conscientiser ou pas les choses, c'est une vraie question qu'on doit se poser en amont.
s'il y a un réel enjeu, si vous partez 4 mois en vacances, vous ferez peut-être plus attention à avoir bien fermé la maison que quand vous partez évidemment tous les jours. Il y aura un enjeu qui est différent. Donc l'idée, c'est ça, c'est de se positionner aussi, quand on parle de place du FH, c'est se positionner par rapport à l'urgence, par rapport à l'enjeu, se poser une question qui prend un tout petit peu plus de temps et qui est coûteuse pour l'humain parce que à quoi bon, le à quoi bon, il peut tuer des gens et donc le à quoi bon, il faut le faire rentrer dans les routines. En fait, il faut travailler ces routines pour faire en sorte que ces routines soient des invariants de la réussite. Je me suis dit qu'une photo, c'était pas mal pour se demander où était la place. J'appelais ça Decisionland. J'espère que ça n'existe pas, peut-être. En tout cas, je suis très amoureux du nom que ça porte. Ça s'appelle des lignes de désir. Donc, je trouve ça très joli. Les lignes de désir, c'est tous ces paysages urbains où l'humain prend un raccourci. Et ça, en fait, c'est exactement ce qui se passe dans notre tête. J'aurais pu mettre de la pâte à modeler aussi. Plus on s'en sert, plus elle est malléable. Et moins on s'en sert, plus elle durcit, plus elle va casser. Là, j'ai choisi cette ligne de désir pour nous dire que eh bien, s'il y avait une intelligence artificielle, elle irait très certainement au plus vite. Elle irait voilà, confronter le système 1, le système 2. Donc, je pense que vous connaissez, vous en avez entendu parler. C'est pas aussi tranché, mais bien comprendre que dans un système 1, on va aller sur des automatismes, des réponses très routinières, et puis sur un système 2, on va être sur quelque chose de plus réfléchi. Donc, on comprend bien que le système 1, lui, quand vous êtes dans cette position, vous aurez tendance à traverser facilement et pour aller au plus court. Et j'allais dire, même si vous avez le temps. Et c'est ça qui est très grave, qui doit être sonore en tout cas dans ce que je dis, c'est quand j'ai le temps, je peux utiliser la petite voie verte, c'est-à-dire faire le contour et aller explorer des endroits qui vont être moins familiers pour moi, plus coûteux pour moi. Mais ça, si je ne le fais pas en amont, je ne le ferai jamais. C'est illusoire de penser que le jour J, quand tu auras vraiment une pression et qu'il faudra vraiment aller chercher des solutions ailleurs que dans cette petite ligne de désir, le désir va être trop fort justement et vous serez happé par votre système automatique et vous n'irez pas faire ce détour-là. Le message que je dois passer aujourd'hui, c'est l'humain par rapport à l'intelligence artificielle, puisque c'est un peu l'intérêt de notre présence ici, c'est de comprendre que l'avantage de l'humain, c'est d'être curieux, c'est de faire des bêtises, c'est de dire « Ah, mais ça, on ne me l'avait jamais fait. » quoi. On est capable de faire le pire comme le meilleur, mais on est très productif, on est très créatif, on est très curieux, on est très fainéant, on a plein de choses qui font qu'on peut se permettre d'aller voir ce qui se passe dans cette petite contour vert. On le voit avec les enfants, ceux qui ont des enfants, qui sont jeunes parents. S'il y en a, les enfants, ils s'étonnent de tout, ils regardent tout. Et nous, on ne sait plus le faire parce que on est dans nos certitudes, on fonce la tête baissée. Et j'allais dire, plus notre position hiérarchique dans la société est haute, plus c'est un danger, même si le mot est fort, parce qu'on a un peu plus de mal encore à se remettre en question, où les gens vont se comporter, en tout cas avec nous, de telle façon qu'on ne va pas remettre notre parole en question, et ça, c'est un peu plus dangereux. Je sais qu'il y a des grands décideurs qui aiment bien faire des activités où ils sont anonymes pour pouvoir retrouver un peu des vrais échanges entre humains et pas avoir une position qui fait que les gens vont acquiescer, vont dire « oui, professeur, oui ». Et forcément, ça n'aide pas à faire ce petit trajet vert. J'insiste aussi sur la place chronologiquement par rapport à un événement, par rapport à une décision. Plus vous avez du temps, plus vous devez travailler. C'est quand votre couple va bien qu'il faut inviter votre conjoint au resto. C'est quand vous êtes champion du monde qu'il faut travailler les choses parce que vous avez des cases attentionnelles qui sont disponibles et vous êtes serein et vous pouvez travailler. Quand c'est trop tard, c'est quand vous n'êtes plus champion du monde ou quand votre couple va mal. Et là, inviter votre conjoint au resto et bosser comme un fou, ça va pas servir à maintenir le niveau. Comment décider au mieux ? Eh bien, en me préparant à la décision. Ça, c'est capital. C'est-à-dire que on doit décider en amont un maximum de choses, se servir de notre expérience pour réinjecter à chaque fois des choses nouvelles dans notre préparation à la décision. Renforcer ces automatismes, ça c'est capital. Donc profiter de la simulation, je l'ai mis. Quand j'évoque la simulation, j'évoque aussi la simulation mentale, tout ce qui est représentation mentale, toutes ces choses-là. On a besoin de les travailler. Dans l'aéronautique,
les vols sont très onéreux, évidemment. On remplace les vols par de la simulation. Et maintenant, on fait également de la simulation mentale. Donc, on a recours à tout ce qui est modification, en tout cas, de la conscience pour faire de la préparation mentale, de la programmation mentale, d'objectifs, de la répétition mentale. Je regarde Carole parce qu'on fera ça dans notre atelier cet après-midi. C'est pas une pratique qui est utopique. C'est maintenant des choses qui ont fait leurs preuves et qui demandent encore une fois de l'entraînement. Faire la sieste, ça demande de l'entraînement. Si on ne le fait pas tous les jours, comme se brosser les dents, ça ne peut pas marcher. On a tort d'attendre d'avoir besoin pour faire, et c'est le rôle des instructeurs, des éducateurs, de répandre la bonne parole et de responsabiliser les gens. Je ne sais pas utiliser d'autres mots. L'entraînement, c'est la même chose. Dès qu'on aura plus de pression temporelle ou politique ou peu importe, je regarde, on est toujours dans les temps. C'est bon. Eh bien, on aura besoin de tout ça. Il faut vraiment se sentir responsabilisé par ce genre de choses et de faire l'effort. Le what if, c'est une technique qui est utilisée en aéronautique. Ça veut dire littéralement je fais quoi si. C'est penser à ce qui pourrait survenir à côté, toujours en amont d'un événement, d'une préparation. Quand on a le temps, on va se dire eh bien, si je pars en vol à tel endroit, quelle météo évidemment il va y avoir, et qu'est-ce qui se passe si j'ai une panne, je vais me poser où, et qu'est-ce qui se passe si je dois m'éjecter. Les avions ne survolent pas des villes par exemple, parce que heureusement d'ailleurs que ça se passe comme ça, mais tout ça c'est prévu en avance. C'est-à-dire que vous, dans votre rôle avec une patientèle, ça va être aussi de prendre un maximum d'éléments, je sais que vous le faites déjà, mais de manière construite, juste pour anticiper un petit peu l'avenir. C'est vraiment le futur du présent. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ce temps. C'est je prends du temps maintenant pour penser à ce qui va être fait après. Et puis, très facilement, on va capter des indices. On entend souvent « tu as eu de la chance ». « Ah, mais comment tu as pu penser à ça ?» L'expérience, évidemment, va jouer, mais la captation d'indices aussi va jouer. Si on s'entraîne à dérouler un scénario en s'imaginant comment va se passer la journée, par exemple, comment va se passer le propos, comment je vais m'imaginer que j'ai ouvert une bouteille d'eau pour boire un petit coup parce que j'ai un peu la bouche sèche, donc je vais quand même boire un petit coup. C'est aussi anticiper un petit peu tout ce qui va se passer et ça va vous donner plus d'éléments. Donc les what if en aéro, c'est très très répandu et il n'y a pas un vol qui se passe sans faire des what if. La patrouille de France qui déroule sa présentation, que vous avez certainement déjà vue, va s'entraîner 2 fois par jour en prenant en compte aussi ces what if. C'est-à-dire, on va pas aller au plus court en disant « bon, les gars, on fait pareil que cet après-midi, que ce matin, pardon. » Non, ça va être, on reprend la météo, le machin, on refait la même chose, et on essaye de poser la question et de conscientiser un peu ce qu'on fait pour ne pas rentrer dans la routine. Je me synchronise grâce à la checklist. Je sais que vous utilisez des checklists, et la checklist, elle va permettre aussi au facteur humain de prendre un S, d'être plusieurs dans l'équipe pour recoller à la réalité. C'est pas tant la procédure qui est écrite, puisque la plupart du temps on la connaît, et puis si vraiment il y a quelque chose à faire, il y a des chances que les actions vitales soient réalisées de manière automatique et bien réalisées, mais ça permet aussi d'aller repêcher des gens qui sont pas dans le bon tempo. Ne pas être dans le bon tempo, c'est aussi délétère dans la décision, parce que avoir trop d'avance, c'est pas bon non plus en aéronautique. Si on n'est pas à ce qu'on fait et si on est à ce qu'on va faire après, ça, on peut le faire quand on est au sol pour préparer, mais quand on est dans l'action, c'est plus le moment de le faire. Il y a encore une fois quelqu'un de la patrouille de France, j'en ai parlé hier soir quand on était entre nous, mais qui a fait un propos très, très intéressant, qui a dit qu'un jeune pilote qui arrivait ne devait pas être dans la figure d'après, parce que c'était le meilleur moyen de rater celle qu'il était en train de faire et de rater celle qu'il allait faire après. Et c'est exactement ça. On se retrouve avec des moments qui sont critiques, comme le décollage. Et si la personne, pendant le décollage, qui pourrait être un automatisme, est déjà en train de se dire « qu'est-ce que je vais faire derrière ?» eh bien, il va faire parler ses automatismes. Et là, s'il y a un petit grain de sable dans l'engrenage, il aura un temps de retard et ça ne va pas bien se passer, ou ça se passera bien, mais par hasard, j'allais dire. Donc, être au bon moment, c'est très difficile dans des professions où on nous apprend à être très productif, à avoir une pression, on parle dans l'armée en tout cas de haute intensité, avec des missions qui sont très très chargées, des avions qui sont omni-rôles, qui peuvent tout faire. Donc plus on sait faire de choses, plus on est polyvalent, j'allais dire moins on est performant dans un seul domaine.
Et donc, il faut être méfiant de ça. Et la checklist, ce genre de choses, ça permet en tout cas de resynchroniser les gens. Et c'est plutôt important en travail d'équipe. Je suis dans les temps, pas de souci. Enfin, j'ai mis « Je conscientise » avec le VACOG. Alors le VACOG, ça veut dire, il y en a certainement aussi qui connaissent, j'ai mis des petites couleurs pour égayer, mais V c'est pour visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Là aussi, c'est une petite chose qui paraît pas très liée aux militaires qui pourrait être rigide sur des procédures. Mais justement, avoir des automatismes très forts, ça n'empêche pas d'essayer d'éduquer, d'assouplir en tout cas son système adaptatif et de l'éduquer en pratiquant des choses comme qu'est-ce que je vois quand il y a une panne ? Qu'est-ce que j'entends quand il y a une panne? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce qu'il y a une odeur d'essence et des choses comme ça? Et vous avez peut-être déjà vu les vidéos de l'avion qui se pose sans train d'atterrissage. Peut-être qu'il y en a qui ont vu ça sur YouTube. En tout cas, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez taper sur YouTube avion qui se pose sans train. Et moi, j'aime bien dire cette phrase choc en disant que la plupart des avions se posent bien par hasard. Comme ça vous fait réfléchir. Parce que on s'intéresse aux choses qui se passent pas bien en général. Et quand on analyse ce qui se passe bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait mais ça s'est bien passé un peu par hasard. La route, on prend tous la route, on fait tous, oui, je presque dire tous, on a tous utilisé notre téléphone, j'imagine, en roulant. On sait que c'est pas bien, on sait qu'on a une responsabilité là-dessus. On se dit souvent, ça va pas être moi, mais de s'exercer à regarder ce qui se passe autour, encore une fois. On peut s'émerveiller, si vous l'avez déjà fait sur un trajet quotidien pendant des années, vous pouvez vous dire « Ah, mais j'avais jamais vu qu'il y avait cette maison », parce qu'il y a un passager qui est nouveau et qui se dit « Tiens, c'est quoi ce truc-là » parce qu'on est encore une fois dans notre tunnel. Il est illusoire de penser qu'on peut sortir d'une tunnelisation. Donc, quand le pilote se pose sans train d'atterrissage, il n'a aucune chance, à un quelconque moment, de penser à ressortir le train. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est à l'entrée du tunnel, on rentre dans la tunnelisation et même si on est le plus fort du monde et le meilleur et le plus beau et le plus fort, on n'y arrivera pas à sortir de ce tunnel. Donc la question, si on ne se la pose pas avant de mettre la tête dedans, c'est mort pour la suite. Ça veut dire que ou c'est votre collègue qui va le faire avec une check, avec quelque chose qui va permettre de synchroniser le groupe, ou alors c'est vous qui avez une chance de conscientiser un peu l'événement. Donc on pourra envisager dans des phases critiques, c'est ce qu'on fait nous là, de proposer dans une checklist d'avoir ce VACOG, se dire ok, avant de faire une vraie action vitale, avant de me poser, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends? Ça va sembler être une perte de temps au début, mais très rapidement ça va être beaucoup plus fluide. Et puis l'intérêt, ce sera même de modifier l'ordre des lettres de manière régulière pour ne pas que ça devienne à nouveau une routine et qu'il n'y ait plus cette contre-mesure, en tout cas à l'attention. Enfin, ça je sais que c'est pratiqué de plus en plus partout, le débriefing. Débriefing objectif, c'est aussi des choses qui sont très importantes pour replacer l'humain dans ce contexte-là, pour valoriser aussi ce qu'on fait, parce quand on pose la question à un jeune, qu'est-ce que tu as fait de bien dans ta mission? Et 3 points qui étaient positifs, 3 points qui étaient négatifs. Le jeune démarre souvent par j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. On a toujours du mal à positiver, à dire qu'est-ce qui ferait de moi un bon équipier, qu'est-ce qui ferait que tu partirais à la guerre avec moi. Et ça, entraînez-vous à le faire. On le fait maintenant systématiquement, d'aller voir ce qui a été identifié comme une action salvatrice dans la décision. Ok, elle est peut-être pas bonne ma décision, mais en tout cas la démarche était extrêmement intéressante. On n'a pas eu de chance, mais on avait pris un maximum de moyens. L'écart, en tout cas, pour revenir à la définition de début, je maîtrise cet écart entre mon intention et le résultat qui va sortir. Donc débriefing, le débriefage, pardon. Pour nos amis canadiens, on s'était dit que c'est important de le noter, et très important. En tout cas, tout ce que je vous propose là, c'est vraiment l'articulation de ce qu'on fait en vol avec une préparation, un aspect briefing, déroulement, débriefing. Ça fait partie de la décision. On se prépare à la décision, on prend un maximum de décisions en amont. Pour le pilote et l'éjection, il faut que le pilote soit OK. Donc, il y a de la préparation mentale. On va faire de la répétition mentale sur l'éjection. Et celui qui doit s'éjecter aura déjà pris la décision que si ça arrive, il va s'éjecter. Celui qui n'a pas travaillé avant, il va se retrouver dans l'avion, dans une situation critique, en train de se dire « je vais pouvoir ramener l'avion ». Non, je vais quand même pas m'éjecter. Il va reporter l'échéance et il va amenuiser ses chances de survie. Donc, c'est vraiment pas simple si on ne l'a pas préparé en avant.
Pour conclure, c'est bien là, on est dans le temps. Pour conclure, retenez que je ne peux pas agir vite et décider en même temps. Ça, c'est impossible, même si vous êtes le plus beau, le plus fort. Et je n'ai pas rajouté aujourd'hui le volet de la fatigue, puisque la fatigue, c'est un fléau aussi. Là, je parle d'un sujet sain, et je sais qu'il n'y a aucune personne qui est saine dans la salle. C'est-à-dire que vous avez tous... Non, mais quand je dis ça, une dette de fatigue, c'est à ajouter à tout mon propos. Donc, si vous êtes fatigué, c'est pire. Vous allez être encore plus reposé sur vos automatismes, encore moins attentif au reste, encore moins dans l'adaptation. Donc, vous avez encore moins de chances de vous en sortir. Mais par contre, je peux préparer mes décisions en amont, libérer un maximum de ressources cognitives pendant l'action. C'est comme ça qu'il faut le voir. Plus on s'est préparé, plus on pourra relever une urgence efficacement, suivre son intuition, être attentif à un collègue, à une remarque, à pas entendre un oui. Le oui, on sait qu'en aviation, c'est le moins coûteux en énergie. Donc, tu dis quelque chose à quelqu'un, il te dit oui. On est incapable de savoir s'il dit oui parce qu'il a compris, oui parce que, comme dans les couples, j'imagine, vous l'avez connu, mais je te l'ai dit, non, tu me l'as pas dit, si, voilà. Alors que si c'était filmé, on a vu qu'on a répondu oui, mais on a répondu oui à quelque chose et il n'y a pas eu de réponse derrière, donc ça ne devait pas être très coûteux. Ça reste une réponse qui n'est pas coûteuse en énergie. Donc c'est dangereux quand même d'entendre oui comme réponse. C'était court, mais c'était un plaisir.